Hello, Hello. bienvenue dans cette vidéo, c'est Cédric, je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. À la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde. Alors, fini les semaines tranquilles avec quelques petites nouveautés, je vais vous parler d'une vingtaine de choses, même plus qu'une vingtaine de choses. Surtout, il y a du lourd. Et il y a du lourd, il y a même du très lourd. Il y a du très bon. Hein. Il y a du très bon. On est parti avec l'extension de parc. C'est Wildlife, c'est la deuxième extension qui a été localisée par Matago. On a quelqu'un qui a fait ça ? Matok Schuller et Henri Audubon. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte ? Je n'en ai aucune idée. Je t'avoue que déjà le jeu original, je ne le connais pas bien. Ben, j'y ai joué. Il y a bonne presse. Très joli. Beau matériel, très joli. C'est pas pour moi parce que c'est très léger comme jeu, mais j'ai pas. Il a apprécié de la communauté. Ah mais à juste titre, je pense, hein, clairement. Donc deuxième extension. Après, je me rappelle même plus la première. Nightfall, ça doit être ça. Je te fais confiance. Ouais. Une autre extension qui était un peu attendue, c'est Wingspan Asie. Toujours Elisabeth Hargrave. Toujours Elisabeth Hargrave. Au pinceau. Anna Maria Martinez Jaramillo, avec l'effort de prononciation. Et Natalia Rojas. Ok. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Wingspan. C'est quoi Wingspan ? C'est quoi Wingspan? Donc c'est une extension 1 ou 2 joueurs, mais aussi c'est aussi une extension, c'est aussi un standalone, donc on peut le jouer totalement seul. Et effectivement, ça permet de monter Wingspan à 6 ou 7 joueurs si vous avez 2 ans à perdre dans votre vie. Je sais pas le dire. Donc, mais par contre, tu ne joues pas l'un après l'autre. Tu joues 2 par 2, en fait. Ce qui fait que tu as l'impression de jouer à 3 ou 4. Donc, il y a un système qui fait que un joueur et un joueur en face jouent en même temps. Et donc, je pense qu'il y a 2 mangeoires, justement, pour... c'est nécessaire. Donc, je pense pas que c'était un standalone, par contre. Si. 1 ou 2 joueurs, et je me demande, je vais sûrement dire une bêtise, j'en suis plus à une près, je me demande s'il n'y a pas un mode coop ou un truc comme ça qui vient se greffer là-dedans. Mais en tout cas, il est prévu pour être joué ou avec le jeu de base et déjà les extensions Europe et Océanie qui sont là, ou bien tout seul. Je m'étais dit, je vais rien dire parce que je le dis à chaque fois, mais je vais quand même le dire, il est arrivé il y a 5 semaines en France, hein, la Belgique s'éloigne de plus en plus de la France, et c'est toujours avec les mêmes éditeurs. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est fait, je vais pas polémiquer là-dessus. Donc, Matago nous envoie un button shy, un duel, et c'est Antinomy. Qu'est-ce qui nous a fait ça ? John Balucci. Ouais. Illustré par Marty Cobb. D'accord. Généralement, les auteurs, c'est fort connu dans les button shy, mais... Oui, c'est en interne. Ouais. Je ne sais pas s'il a fait quelque chose d'autre. Alors, je vais essayer de pas les mélanger parce que je vais vous en parler d'un après, parce que j'ai regardé la petite vidéo que Matago nous a fait. Et donc, bien entendu, Button Shy, un petit jeu de cartes. Hein, 16 cartes, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. 16-18, toujours dans la tapée, 16-18 cartes. Donc là, c'est du duel, donc l'un contre l'autre. C'est du 8+. Donc, celui-là, si je ne me trompe pas, avec l'autre, parce que ça, c'est pas encore gagné. Je te le dirai. C'est pas encore gagné. Il me semble que on va devoir, sur une ligne, essayer de recruter des cartes pour essayer de faire des espèces de séries, soit de couleurs, soit de... Des paradoxes. Vous allez faire des paradoxes pour pouvoir récupérer des cartes. Ça a l'air assez sympa, le système de paradoxes, parce qu'il y a certaines couleurs que ça va être compliqué. Vous avez 4 couleurs dedans. Ce qui est aussi pas mal, visiblement, c'est d'essayer de vous retrouver en face de votre adversaire pour pouvoir créer une bagarre. Donc, une bagarre de valeur, à ce moment-là. Donc, en fonction de ce que vous voyez qu'il prend, vous allez peut-être voir que vous êtes supérieur à lui. Donc, ça, c'est quand même... Ça a l'air vachement sympa. Il y a 10 gemmes ou 10 pierres que vous allez devoir évidemment vous fournir vous-même parce que là-dedans ça rentre pas. C'est ça, ça peut, ça des écrous, ce que vous voulez. Et donc. C'est parce que dans certains jeux japonais, c'est ce qui suffit. Ici, malheureusement, c'est vous qui ferez avec ce que vous avez. Et le but est d'en avoir le plus que votre adversaire à la fin de la partie. Ça s'arrête à 5, je pense. 5, le premier qui a 5 gemmes, je pense.
Ah, ok, je pensais qu'il y avait un système majoritaire à la fin de la partie, quelque chose comme ça. Parce que ce qui est sympa, c'est l'histoire des cartes où elles ont un chiffre, une couleur et un symbole, une illustration. Et le but, c'est de faire des sets de 3, donc un paradoxe, avec soit le même symbole, soit la même couleur, soit le même chiffre. Ouais, et ce qui est sympa, c'est que la prise, moi ce que j'aime beaucoup, et d'ailleurs je le teste très bien, c'est que la prise de carte, quand on a notre tour, on peut prendre une carte sur le plateau, on doit en jouer une de notre main, on en a 3 en main. Et si on la joue pour le chiffre, on doit prendre à droite dans le futur, thématiquement. Bon, le thème, il faut le voir. Dans le futur, si on joue à 1, par exemple, c'est la première carte à droite. Si on joue à 2, c'est la deuxième carte à droite, etc. Par contre, si on joue pour la couleur ou pour le symbole, on doit prendre à gauche. Et là, on peut prendre n'importe laquelle du symbole de la carte qu'on joue, ou n'importe quelle de la couleur de la carte qu'on joue. Et je trouve ça assez sympa. Avec en plus une petite restriction sur les couleurs, il y a une carte qui est retournée dont le dos indique une couleur qui ne peut pas scorer. C'est ça, et qui, quand elle arrive, c'est l'autre qui passe, et donc il y a pas mal d'anticipation. Mais c'est très sympa en fait. Mais oui, clairement, ça m'a donné très envie d'y aller. Mais j'aime beaucoup leur gamme. Je trouve qu'il y a des jeux vachement intéressants pour ce que c'est. On est quand même sur un jeu à 7,50 € avec un jeu derrière. Il y a vraiment sur celui-là, parfois je pense que le jeu est quand même assez simpliste. Oui. Mais ici, il y a vraiment un jeu derrière qui a l'air plus sympa qu'il n'en a l'air. Après, il faut le tester vraiment pour le savoir, mais il a l'air quand même un peu plus dans le niveau supérieur de ce que peut proposer la gamme en multijoueur en tout cas. Mais hormis, j'en ai déjà joué pas mal, hormis l'île des prédateurs qui pour moi, même si faisait réfléchir, me semblait un peu simple, c'est toujours une gamme où il faut quand même bien réfléchir. Celui avec où il faut dire si on boit ou... Au griffon fond. Oh. Ah, moi j'adore celle-là. Ouais, mais c'est pas... Ouais, bon, là. Ah ben c'est rotor, hein. Parce qu'à un moment donné, tu dois faire des choix et... C'est un jeu d'ambiance. C'est un jeu d'ambiance. C'est un solo. C'est ce que je veux dire. C'est un solo. Tu vas t'ambiancer tout seul. Alors on parle pas, à mon avis, on parle pas du même alors. Alors c'est une Vino Veritas ou un truc comme ça? Ah, une Vino Veritas. Ouais, c'est celui-là, je parle. Une Vino Morte. Vino Morte. Qui est revenu après une rupture. Une Vino Morte. C'est très très simple. Oui, celui-là, ok, j'en vois comme ça. Mais par contre, au griffon fond, ça chauffe, hein, vraiment. Si les cartes sont avec toi et s'alignent bien, ok. Mais par contre, il y a des fois, les dilemmes sont... Pour le solo, je te fais confiance. Oui, mais c'est un de mes jeux préférés de l'année passée que j'ai préféré jouer. Ah bon. Un second, Hiérarchie, c'est aussi du duel, c'est du 8+, 2 joueurs, 15 minutes. Et qui nous a fait ça, s'il te plaît? Hugo Kawamata. Et illustré par Daniel Ido. Donc toujours en interne, je suppose. Rien de notable. Alors, j'essaie de me souvenir, j'ai regardé tellement de vidéos. La particularité de celui-là, c'est que les cartes sont ont deux faces, une face verte ou une face mauve. Alors selon si on est un des deux joueurs prend toutes les cartes pour distribuer les cartes, et il va retourner toutes les cartes côté mauve pour un joueur, et l'autre toutes les cartes côté vert pour l'autre joueur. Et le but, c'est de les jouer dans un certain ordre, elles ont un chiffre, si je m'en va bien, de jouer dans un certain ordre, et le but, c'est, elles ont tout un petit pouvoir, ou à une condition de placement. Une condition, et le but, c'est d'arriver à ce que l'adversaire ne puisse plus placer de cartes qu'on ait placé la dernière, en fait. C'est ça. C'est très très simple, il y a quasiment pas de règles. Un jeu de blocage, donc une fois qu'il est bloqué, c'est original, c'est ces cartes qui sont de double couleur. Hein. Ça, c'est bien pensé pour faire un jeu avec 14 cartes, en fait. C'est dans la lignée de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Donc, 2 jeux duels dans les button chat qui viennent d'arriver, les micro-games, qu'ils appellent ça, chez Matago. Ouais. Matago, toujours. Nouveauté. Une vraie nouveauté. Une vraie nouveauté. Une vraie nouveauté. Et c'est la Big Box de Ratus. 2000, combien ça Ratus? Ça a déjà quelques... je dirais 10 ans. Au moins 10 ans. Ouais, c'était chez Zetman à l'époque, je pense. Au moins peut-être Philosophia, peut-être même, non? C'est fort Zetman. C'est pas possible. Donc, qui nous a fait ça? Henrik Berg et Asberg. Oui, qui sont un couple, je suppose. Je suppose. Et au pinceau, c'est Denis Martinet. Je sais pas si je prononce bien. Ouais. Qui a illustré Mindbug. Ouais. Il est déjà plein de talent, ce garçon-là. Voilà. Mindbug, on va en parler cette année-ci, vous verrez. Donc, j'ai du mal à voir Mindbug là maintenant, du coup. Oui. Franchement. Oui. Par contre, les personnages sont super beaux, je trouve. Le plateau, on est bien dans le médiéval, hein, parce qu'on est sur en 1347, un truc comme ça, et je pense que le plateau le rend bien. On est sur du 2-6 joueurs pour des parties de 3/4 d'heure, c'est du 10+, on est quand même à la limite du jeu d'ambiance, peut-être, mais c'est chafouin, hein, ça... Du jeu méchant. Du jeu méchant. L'ambiance va monter, ça faut pas... ça secoue, hein. C'est pas pour les pleureuses comme ça. Je n'y jouerai
Jamais. Ah si, Non, c'est fun, c'est cool. Oui, c'est ça. On va y jouer. C'est ça, on n'a pas la même définition du fun et cool. Mais si. Donc, vous allez devoir faire face à la peste. Moi, ce que j'ai trouvé assez plaisant au niveau de la vidéo que j'ai regardée, c'est que au plus vous allez avoir des pouvoirs, au plus vous allez être protégé, au plus vous allez être impacté par potentiellement impacté par la, par la peste. En fonction des majorités, c'est la majorité de territoire, on sait celui qui a le plus de bonhommes à la fin, je suppose, en vie encore. Je pense que ça s'arrête si on fait bien, c'est quand on a placé de sécu. Donc pourquoi Big Box? Parce qu'il y avait 4 extensions à Ratus, elles sont dedans. Il y en avait peut-être plus que 4, mais dans celui-là, il y en a 4. C'est déjà pas mal. Ouais. Et surtout, il y en a une surtout avec un nombre important de personnages en plus, c'est surtout celle-là qui est intéressante dans mon sens. Et donc, ils indiquent qu'il y a des cartes bonus inédites. Eh ben. Moi, je pense que je vais les reprendre. Tu vas en reprendre quelques-uns sur la table, je pense, aujourd'hui. Oui, il y en a des que j'ai déjà, et d'autres Oui. que je vais ramener, c'est clair. Bon, celui-là. De la légèreté, tout en légèreté, c'est Small City, c'est un Kickstarter, c'est l'édition Deluxe, c'est la version française. Et donc, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alban Viard, évidemment. Alban Viard. Son propre studio, et Oui. c'est illustré par Conchai Moria. L'excellentissime. Voilà. Il est un peu ton illustrateur préféré. Mon préféré, exactement. Voilà. Donc, je pense que tu le pitcheras mieux que moi, mais j'ai un peu regardé, donc bien entendu, vous allez construire votre ville. Donc, Alban Viard nous a fait l'excellentissime clinique, où vous avez le cerveau qui a complètement fondu à la fin de la partie, et je pense, pas mal non plus, celui-là. et je pense que celui-là, on est sur la même vanne. C'est plus un casse-tête, un peu plus proche on va parler après un nouveau spotter. Oui. Un petit peu dans cet esprit-là, puisque c'est un gros casse-tête. On a pas mal la tête quand même sur son propre plateau, donc c'est peut-être un petit peu moins interactif que Clinique. Mais n'empêche que ça chauffe. Ça finit. Et donc, ce monsieur qui est fort sympathique, qui a le contact très facile, puisque j'étais en relation avec lui pour les versions Kickstarter, parce que ici vous avez la version Deluxe qui est le jeu de base, mais arrive aussi avec une extension, et donc on les vend comme bundle. Il y a déjà l'extension Winter, je pense, quelque chose comme ça. Et donc ce monsieur fait tout lui-même, pour une grande partie en tout cas. Et moins qu'avant, parce qu'avant il découpait toutes les pièces. Le premier Clinique que j'avais, ils les avaient découpés à la main dans son salon. Ah, mais je pense bien qu'il les a envoyés de chez lui. Oui, ça je pense qu'il a stocké en effet, mais il n'est plus au découpage du dimanche après-midi. Ok. Différentes pièces. Il a fait d'autres activités. Ce monsieur est crédité une foule de fois. Je pensais qu'il était... Ouais, c'est parce qu'il fait, chaque année, il sort un set de maps pour Age of Steam. Ouais, c'est ça. De 3-4 maps, mais Age of Steam, donc forcément, ça peut Ça aller chiffre. vite. Ouais. Ça chiffre, ouais, effectivement, il est crédité sur Age of Steam. Et beaucoup d'extensions. Oui. On voit Clinique combien il y a d'extensions. Celui-ci aussi, d'ailleurs, maintenant ici, c'est apparemment résumé, même si mon ancien exemplaire, l'original qui est en vente, d'ailleurs là sur l'étagère, je le vois d'ici, où il y avait quelques extensions qui ne sont pas, je pense, dans celui-ci. Ou pas encore dans celui-ci. Il y en a une certaine, et peut-être une ou deux nouvelles, mais en tout cas, c'est pas aussi complet que celui que je En tout cas, pour Clinique, il y revient assez régulièrement avec un flot d'extensions. Il a fini, je pense, Clinique. Je pense, hein. Je pense que, de toute façon, moi, personnellement, avec le jeu de base, on était déjà pas mal. Hein. Ce qui est chouette, en fait, avec Clinique, c'est il y a un campaign book, donc un petit livre, où il donne des scénarios. Mais au-delà des scénarios, je suis pas fan des scénarios, moi. J'aime bien jouer directement. Mais au-delà de ça, c'est des configurations, en fait, de mélange d'extensions qui fonctionnent bien selon lui, selon le thème qu'il propose dans campaign book. Donc, si jamais tu voulais aller un peu plus aux extensions, c'est bien d'avoir ce petit book. Et ça te permet, tu prends un scénario et tu inclus les extensions qu'il te propose, et ça crée une espèce de petite histoire, en fait. Le challenge sera déjà... Il faut plus jouer comme ça que lancer des... On peut très bien le faire, hein, lancer des extensions comme ça au hasard, mais il y en a certaines qui fonctionnent mieux ensemble que d'autres. Ouais, vu la complexité du bousin, c'est sûr. Ouais, donc le challenge sera déjà de jouer celui-là avec grand plaisir, et surtout de rejouer Clinique avec grand plaisir. Ouais. Donc, pour en revenir à ce monsieur-là, qui est fort sympathique, il s'est rendu compte d'une coquille sur... sur deux de ses plateaux, et donc il a retenu les extensions chez lui, et il m'a dit, je les fais réimprimer. Donc je vous parle de ça il y a une dizaine de jours, il a fait réimprimer pour envoyer. Et donc, respect, parce que c'est pas tout le monde qui fait ce genre de choses, quoi. Parce que, je vois pas qui... Voilà. Il ne sort pas 2000 jeux par an non plus. Hein.
Dice Hospital, service d'urgence. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Matthew Dunstan, Oui. qui n'est loin d'être un inconnu, et toujours souvent avec son comparse Brett Gilbert. Ouais. Au niveau des pinceaux, c'est souvent. Jackie Davis. On est on est chez Super Meeple, hein. C'est du 10+, de 20 à 30 minutes, c'est un roll and ride, donc c'est un 6 joueurs. On est clairement... Non, je pense que c'est une extension, en fait, c'est pas une extension. Non, c'est un standalone, et on n'est même pas sur les deux auteurs. On est dans le thème de Dice Hospital, le jeu de plateau, qui est un jeu de dés. Mais on est vraiment juste le thème. Donc clairement. Donc vous allez retrouver aussi vos marqueurs avec vos ambulances et tout. Donc évidemment les 3 couleurs de dés, le rouge, le jaune, le vert, qui sont un peu vos médecins spécialistes. Donc c'est un petit twist assez sympa. Ça veut dire que quand vous allez rentrer un médecin dans un des quartiers, eh bien les valeurs suivantes devront être strictement supérieures, un peu à la Trek 12, on pourrait dire, ce genre de choses. Donc, Matthew Dunstan nous a déjà gratifié de très très beaux jeux, notamment Next Station London, hein, par exemple. Oui, donc, il a fait énormément de choses. Hein. Ouais. Entre autres, hein, parce qu'il... C'est clair. Bah, on va en reparler bientôt, de toute façon. Oui. 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 Et donc, Dice Hospital. Alors moi, j'aime beaucoup Dice Hospital. Je suis un fan de Roll and Ride. Il y a des chances qu'il atterrisse chez moi. Comme tu me diras. C'était chez Super Meeple. Dice Theme Park. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit de Daryl Andrews et Adrian Adamescu. Sabrina Miramont au pinceau. Ok. On est encore chez Alecat, mes amis d'Alecat, au niveau de la version originale, mais bien entendu, on est chez Super Meeple pour la version francophone. Dice Theme Park, on est vraiment sur la même chose, plus ou moins, que Dice Hospital. Donc, à savoir que vous allez devoir construire votre parc d'attractions, aussi avec vos dés, donc vous allez les avoir, mais ils vont aussi avoir une valeur dégressive au fur et à mesure que vous les employez. Donc, on est pratiquement sur la même chose, à peu près. C'est un draft de dés. C'est un draft de dés. Donc toujours des tuiles de différentes couleurs et avec des meeples de différentes couleurs où il va falloir faire matcher avec vos dés de différentes couleurs, évidemment. C'est du 1-4 joueurs, c'est du 14+, pour des parties d'à peu près 90 minutes. Et ça vient déjà avec son extension Deluxe, parce que c'était un Kickstarter, effectivement. Et donc là, vous avez peut-être pas tout le contenu Kickstarter, mais certainement le contenu Deluxe du Kickstarter. Je ne sais pas très bien ce qui contient. Si c'est comme un Dice Hospital, par exemple, vous aviez les ambulances qui étaient en plastique plutôt que d'avoir une tuile. Donc je suppose qu'on est sur le même gabarit que ça. Donc on est passé du Dice Hospital au Dice Theme Park pour revenir sur Funfair. Et donc, là, on reste dans le même thème. On reste exactement dans le même thème. Hasard du calendrier. Ouais, il faut croire. Qui est-ce qui nous a fait ça? Alors, il s'agit de Joel Finch. Et au pinceau, c'est David Forrest et Lina Cossette. Lina Cossette. Oui. Du lourd, normalement, non? Oh, Radland, Steampunk Rally, La Forêt des Frères Grimm et autres joyeusetés. Oui. Ici, on est chez Lucky Duck Game pour la version francophone. Donc, à l'instar de Dice Theme Park, vous allez construire votre parc, vous allez amener vos visiteurs et ce genre de choses. Par contre, celui-là a l'air nettement plus costaud que Dice Theme Park. Ah oui? J'ai l'impression, en tout cas. Ici, on est sur un jeu de cartes. Et pas ouais, c'est un jeu, c'est un tableau de cartes, l'autre c'est un draft de dés. Mais j'aurais pas dit... Ouais. Mais non, je me trompe parce que c'est du 14+, et du 12+. Oui. C'était en tout cas, c'était l'effet qui me disait, qui me donnait, du moins, quand j'ai regardé la vidéo. Donc, parce qu'ici, vous allez pouvoir engager des personnages spéciaux dans vos attractions, donc plus spécialiser votre les améliorer, en fait, rajouter des tags, en fait, aux cartes qui permettent de scorer et de gagner plus d'argent. C'est ça. Il me semblait nettement plus costaud. Bon, je pense que c'est sensiblement la même chose. Alors, il y a intérêt à ce que les parcs d'attractions se portent bien, du coup. Je vous dirais bien que vous en avez 2 pour le prix d'un, mais c'est pas vrai. Il faut falloir les payer tous les 2. Radlands. Alors, il s'agit d'un jeu de Daniel Piechnik. Oui. Illustré par Mani Tremblay, Damien Mamoliti et Lina Cossette de nouveau. Et Lina Cossette de nouveau.
effectivement. On est toujours chez Lucky Duck pour la localisation. Et Lucky Duck a eu la bonne idée de nous mettre que c'était Roxley à la version originale. Radlands, vous avez... Donc ça, c'est une version retail. Vous avez une version deluxe qui est ici, qui, elle, c'est la Roxley. Non, en VO à ce moment-là. En VO, ouais. Oui, bien sûr. Avec des jetons d'une terrible qualité à l'intérieur, et vous avez la chance aussi de trouver la super deluxe avec les deux playmats qui apportent un réel plus. Est-ce qu'ils ont, dans cette version retail française, ils ont gardé les cartes en plastique? Ou c'est des cartes classiques? Je sais pas. Je n'en ai aucune idée. C'était le grand, en dehors des jetons de poker, enfin des gros jetons de... Qui ne sont pas là, hein, apparemment. Si. Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air de... J'ai cru que c'est ce que tu disais. Et c'est ça que je dis, je me demande s'ils ont gardé, parce que ce qui est chouette, je pense que c'est... Il y a longtemps que j'ai plus eu un jeu que je n'ai pas slivé, en fait. Oui, parce que les cartes sont plastiques. Les cartes sont plastiques. Oui, je ne sais pas, je vais investiguer là-dedans, parce que moi j'ai beaucoup aimé le jeu. Ah oui, tout à fait, c'est un chouette. Très chouette. Ouais. Maintenant, il y a Mindbug qui est venu lui faire un peu de l'ombre pour moi. Je pense que c'est différent. Oui, tout à fait. Même si le fond est quand même, c'est le même fond de commerce. Quand même. Ouais. Les illustrations, hein. Oui, ça c'est magnifique. Et puis c'est la qualité Roxley, évidemment. Surtout si c'est comparable à la version KS que j'ai, c'est au niveau matos, il n'y a pas se plaindre. On a envie de jouer rien que pour sortir le matériel. Je regardais, ouais. Parce que je me rappelle plus, parce qu'on a eu les versions retail aussi en anglais. Parce que Roxley avait fait les versions retail aussi. Je ne sais, il faut vraiment que je me renseigne sur la qualité des cartes. En tout cas, ça peut faire la différence. C'est un jeu d'affrontement où la ressource est de l'eau. Vous allez devoir essayer d'en avoir un maximum parce que vous n'allez pas faire 50 000 choses à votre tour. Et donc, ce qui est un peu perturbant dans ce jeu, c'est que il vous arrivera très souvent de mettre une carte en jeu, de ne pas l'employer et qu'elle se soit déjà fait liquider par votre adversaire. Quoi. Donc le but, c'est, vous avez 3 camps à défendre, votre adversaire va essayer de vous les détruire, et vous allez essayer de détruire les 3 siens, et il va falloir jouer comme ça, et avec le système aussi des cartes qui avancent en ligne, en ligne de côté, mais les cartes que tu mets de côté, les événements qui se déclenchent, ça aussi. En décalé, ça je trouve ça. C'est bien pensé. Ouais. C'est du très très bon Radlands. Vraiment. Vous allez pouvoir le prendre en attendant Mindbug. On va en faire des caisses avec Mindbug, ça va être terrible. Alors. Alors, le titre le plus bateau de l'année. La guilde des expéditions marchandes. C'est impossible à retenir. Oh. C'est impossible à retenir, c'est le titre le plus bateau. Mais c'est pas la faute de la traduction. Hein. Non. En VO, c'est la même chose. Personne ne retient non. Comment c'est possible de choisir? Est-ce que tu serais de le dire? Pardon? Non, honnêtement. Okay. Et même en anglais. Et je l'ai eu. Ouais, je sais. Je l'ai pas gardé longtemps, mais je l'ai eu. Je sais, j'ai vu. Donc, qui nous a fait ça, s'il te plaît? On en parlait tout à l'heure. Matthew Dunstan et Brett Gilbert, de nouveau le duo. Et Gerald Landman au pinceau. Ouais. Donc, comment ils appellent ça? Un roll and ride. Un flip and ride. Non, un flip and cubes. Enfin bon. Ça, je ne comprends pas la plus-value de ça. Parce qu'en plus, on donne un coup sur son plateau. Genre, en dehors du jeu, on aime pas. Honnêtement, il a eu beaucoup de succès et je pense que c'est mérité. Moi, j'ai envie d'y aller. Le jeu est très chouette. Très envie d'y aller. Mais à quel moment c'est plus intéressant, et à part écologiquement parlant évidemment, à quel moment c'est plus intéressant pour un joueur de poser des cubes sur une feuille plate et qui glisse et au moindre coup s'envole par rapport à une grille sur laquelle on va cocher? Je ne comprends pas. Alors, en plus du format, la taille de la boîte. Ouais, t'as tout à fait raison là-dessus, bien entendu. Maintenant, le fait que ces cubes soient là, c'est parce que entre les manches, on reset pratiquement tout pour repartir. On est d'accord. Voilà. Il y a peut-être un problème de matériel, j'en sais rien. Effectivement, quand je suis arrivé, vous terminiez la partie, j'avais vraiment envie d'y jouer, mais je m'étais dit avec mes gros doigts, oula. C'est compliqué. Et si, à la limite, si j'étais un rehaussé, mais c'est pas possible pour ce genre de choses. Je devrais avoir un plateau immense avec, ça coûterait la peau des fesses. Et à ce moment-là, l'alternative, à la limite, c'est d'avoir un plateau à la tapisserie, avec un espèce d'antidérapant, là. Oui. Pourquoi pas? Avec et peut-être au lieu de cubes, peut-être mettre des disques, quelque chose un peu plus plat, qu'on risque moins d'accrocher, qui reste, je sais pas. En tout cas, ça doit être, à mon avis, pour moi. Ça doit être la blinde à
à produire ce truc parce que j'ai trouvé ça génial dans Tapestry et on ne le voit pas derrière. Donc à mon avis, ça doit coûter fou. Soit ça coûte, soit c'est très spécialisé, tout le monde ne le propose pas. Et alors il y a l'effet Tapestry avec une boîte à 100 € qui ne se vend pas et où tout le monde se l'arrache quand elle était en promo. Donc pour en revenir à notre magnifique jeu qui a un nom à coucher d'or, qui va avoir l'Oscar du nom le plus débile des boîtes à mon avis. C'est tellement bateau en fait qu'on le retient pas. Ouais. C'est pas que le nom ne colle pas. Ah oui, il est tellement générique, il est tellement partout qu'il dirait qu'on a rassemblé 3 jeux avec un nom bateau, on en a fait un seul. Il y a pas d'impact au niveau du. C'est pas Radlands. Non, c'est pas. Guild. Combien il y a de jeux avec Guild dans le nom? Expédition. Combien tu prends ça à chaque fois séparément déjà, tu ne trouves pas, mais ensemble. Donc c'est une espèce aussi de flip and why, hein. Vous allez retourner des cartes, vous allez disposer des cubes pour essayer de mettre des petits villages pour pouvoir repartir de là, pour pouvoir aller plus loin. En tout cas, moi j'ai super envie d'y aller. Et il y a un mode solo, il me semble, c'est du 1 à 4 joueurs, comme très souvent avec Matthew Dunstan, c'est du 40 minutes. Et Monsieur Gilbert, on va le citer aussi, c'est du 10+. Moi j'ai super envie d'y aller. C'est sympa. Ce qui est sympa, c'est les cartes à pouvoir qui sortent de temps en temps, qui permettent de déclencher cette combat. Ça, c'est la bonne idée. Council of Shadows. Oui. Qui nous a fait ça, s'il te plaît. Cette fois-ci, c'est pour toi. Martin Kallenborn et Jochen Scherer. Avec mon plus bel accent allemand. Tu t'en es mieux sorti que moi. Je ne suis pas sûr. Au pinceau, Armin Rangani. Alors, on va faire la petite promo de la chaîne YouTube. On a posté un bûcher ou laurier, si vous voulez, nos avis sur ce jeu. Ça a été posté mardi soir. Oui, j'ai réussi à la poster mardi soir. Et donc, vous saurez tout sur ce jeu. La boîte. Elle est blindée. Déjà, un quart de la boîte est pris par par ce trône qui n'a que d'utilité que d'être là et de faire un truc graphique. D'ailleurs, si vous pensez que votre vie n'a aucun sens, pensez à ce trône, quoi. Vraiment. C'est incompréhensible. Donc, non. Ça n'a aucun sens. En même temps, c'est qu'un bout de carton. Voilà. Aléa, il faut le signaler, n'est pas reconnu pour les qualités de ses productions, mais là, on commence à avoir quelque chose de normal. Surtout pour le prix. Clairement, ouais, clairement. Le jeu, allez voir Bûcher et Laurier. Ouais, voilà. En résumé, allez-y. Allez-y, les yeux fermés. Un autre Kickstarter qui vient d'arriver, c'est Oros. Oui. Alors, c'est un jeu de Brandt Brinkerhoff. Moi aussi, celui-là. Je me suis pris doucement parce que c'est pas évident, même au visu. Et c'est lui-même qui s'est occupé de tout ce qui est illustration. C'est un premier jeu, je pense. Ouais. Honnêtement, chapeau. As Game, connaissez pas. Ouais, c'est lui-même. Je me suis tout fait tout seul, un peu comme de Transcontinental il y a pas très longtemps. Jeu, illustration et édition. Ouais. Donc, on est sur une grosse boîte, hein, c'est un Kickstarter. Il y a une retail qui existe. Ouais. Ouais, ok, j'ai pas rentré, je suis bien avec les Kickstarter. Bah, je sais pas s'il est déjà disponible, mais il y en a une version standard en fait. Je vais me renseigner. Ouais. Et donc, honnêtement, ils ont gardé tout ce qui est bois, il y a juste les tempes, je pense, qui sont en carton, les plateaux qui ne sont pas rehaussés. Mais tout le reste est honnêtement d'une qualité, du double layer. Ouais. Une direction artistique fort particulière, parce que vous le voyez peut-être pas, mais il y a... C'est un peu étrange. Le jeu ne ressemble à rien d'autre. Un peu chafouin aussi, non? Absolument pas. Ah, il me semblait qu'il y avait quand même de la bousculade au niveau des tuiles à poser ou des territoires, ou ce genre de choses. Il me semblait. Non. Après, je vais pas dire méchant. J'ai pas joué, j'ai juste lu les règles, mais ça saute pas aux yeux, non. Ok, il me semblait que ça jouait des coudes quand même, et justement que les meilleurs configs étaient justement on profite l'un de l'autre, justement. En 3-4 joueurs, je pense. Que se taper dans les... Non, honnêtement, je dirais après y avoir joué, mais... Ok, ouais, bah c'est que j'ai dû faire l'amalgame avec un autre jeu, parce qu'encore une fois... Non, c'est peut-être moi qui me trompe, mais parce qu'encore une fois, j'y ai pas joué, mais à la lecture des règles, il y a pas un truc qui me dit où ça va se taper pas vraiment. On en a pas reçu des charrettes, hein. On en a reçu un peu. Mais si c'est un jeu qui sort vraiment de l'ordinaire. Parce qu'on parle quelquefois de semi-abstrait ici, on est vraiment encore plus loin là-dedans. Hein. Il y a un thème autour de tout ça et
Ce plateau où les tuiles glissent, en fait, il faut imaginer ça comme si c'était une sphère. Donc les tuiles glissent dans tous les sens, en fait, et même en cercle autour. C'est très particulier, et c'est, je pense, le plus compliqué à bien comprendre pour y jouer, et évidemment, pas tellement le système, mais les conséquences de ce qu'on fait, et des tuiles qu'on déplace. C'est là, je pense qu'il y a quand même... voilà. Si vous avez un problème avec le Tetris et la spatialisation dans l'espace, c'est compliqué. Ça va être quelque chose. Et les plateaux joueurs, le fait, en fait, chaque fois qu'on récupère des followers, comme ils appellent ça, donc nos meeples, reviennent sur notre plateau et couvrent les options. Et on doit, pour réaliser une action, on doit déplacer un meeple qui bloque une action sur une action libre. Et donc, une espèce de taquin, de casse-tête à ce niveau-là. Hein. Plus on a de followers, plus c'est compliqué. Il faut absolument les envoyer, étudier, comme ils disent, pour pouvoir dégager ça. Ah, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Tu me donnes envie d'y aller, en tout cas. J'attendais beaucoup, en tout cas, et j'en attends beaucoup de celui-là. Bon, ben, on va essayer de se planifier ça. Dans le même genre. Tout à fait, exactement. Pic-pic. Beaucoup de points communs. Un jeu de Casper Lap, hein, connu surtout pour Magic Maze, et Olim Young au pinceau. Avec un appareil photo, vraiment. Ouais. Ou du moins l'effet. C'est chez Yellow. Ah, je te laisse en parler. Parce que... Ouais. On est dans un jeu d'ambiance, on va dire, hein, donc un jeu d'association de cartes, association d'idées peut-être. C'est du 8+, c'est du 3-5 joueurs pour des parties de 20 minutes. Donc à votre tour, donc chacun va avoir une carte devant lui. À votre tour, vous allez prendre une carte que vous allez mettre face cachée devant lui et tous les joueurs vont faire ça. Et ensuite, on va venir mettre une carte de la pioche là-dedans. On va mélanger toutes ces cartes-là, on va les donner au joueur et le joueur va devoir essayer de les classer par ordre de pertinence. Et donc, tant qu'il arrive à trouver les cartes des joueurs, eh bien, ils vont tous marquer des points. Donc, le joueur qui a donné la carte et le joueur qui a deviné devant sa carte. À partir du moment où vous tomberez sur la carte de la pioche, ça va s'arrêter et les autres points ne seront pas distribués. Et donc, c'est un petit jeu un peu d'association d'idées, comme il y en a tout plein, enfin d'images, il y en a tout plein. Et c'est là qu'on va se dire, qu'on va commencer à voir que toutes les personnes ne réfléchissent pas de la même façon. Mais il va aussi falloir composer avec les cartes que tu as en main et trouver des liens logiques. Donc, surtout tabler sur le... sur le hasard quand même, parce que pour moi, c'est le genre de truc, moi, personnellement, j'ai du mal de voir le jeu derrière. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Là, par contre... Je vous montre le dos de la boîte. Ça fait pas mal. Voilà. Typique des spotters. Hein. Ça, c'est une marque de fabrique. Je vais vite la poser, parce que je commence déjà à avoir mal au dos. Orless Carriage. Qu'est-ce qui nous a fait ça? Splotter, évidemment, donc toujours les deux mêmes auteurs qui sont derrière, Joris Wirsinga et Jeroen Domen. Au pinceau. Au pinceau, Jan Lipinski. Qui nous a fait John Company, Terracotta Army, ouais, entre autres. Ouais. Donc, est-ce que je sais vous en parler? Absolument pas, parce que je n'ai pas encore joué. Laurent, tu l'as joué plein de fois. Ah, c'est du 3-5 joueurs, si je vois bien. C'était attendu comme le Messi. Oui. Splotter, l'éditeur, n'avait plus rien sorti depuis Food Chain Magnet en 2015. 8 ans plus tard. 8 ans, il a fallu attendre pour avoir un... Oui, il y a eu entre-temps, il y a eu Ketchup Extension, Food Chain Magnet, mais enfin, c'est pas un nouveau jeu, quoi. Donc, il y avait une attente cette année sur un jeu, en tout cas pour les gros joueurs, c'est bien celui-là. Et je dois dire que le jeu ne déçoit pas une seule seconde. Donc, vous êtes sur des parties, je pense, annoncées jusqu'à 240 minutes. Mais par rapport à Food Chain ou à d'autres, je pense que il est pas si long que ça. Hein. Je dirais que c'est... Allez, 1 heure par joueur, grand maximum. Et quand on a l'habitude, on peut descendre à 45, je pense. Donc, si vous aimez avoir fini les parties avec une température corporelle avoisinant les 53 degrés, tellement ça a fumé, c'est de la vapeur qui sortira de votre cuir chevelu. Si vous aimez les jeux d'ambiance, passez votre chemin. Si vous aimez jouer avec des prototypes, ce jeu est pour vous. Splotter. Attention à ce que tu dis, Cédric. Attention. Splotter est reconnu pour ça. Disons que le prix n'est pas spécialement dans l'ergonomie du jeu, on va dire. J'ai vu le jeu déployé. Il faut quand même savoir, à partir du moment où tu vends 90% de ta production en blind, où il n'y avait même pas une photo quand ça s'est vendu.
Le développement. Ça mérite le respect. Le développement. Tu payes largement le développement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que 90% des gens qui l'ont précommandé n'avaient même pas vu une seule image, n'avaient même pas une ligne, à part le thème, n'avaient même pas une ligne de ce qu'on pouvait trouver dans cette boîte. Et ça, c'est... Mais on ne va pas jouer un Splotter au hasard, quoi. Ah non, tout à fait. Je veux dire, Splotter parle de lui-même. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de sortir 20 jeux par année. On sait à quoi s'attendre. C'est sûr. Vous savez que vous allez souffrir pendant le jeu, hein, donc, parce que... Et on l'attend. Hein. Moi, je l'ai précommandé, je pense, dans la minute qui a suivi la mise en ligne de la précommande. Sans rien connaître, à part le nom. Bon jeu. Mais graphiquement, je le trouve assez joli au niveau de la... Même si c'est... Je trouve ça... Bon, c'est pas pour ça qu'on joue à un spotter. Hein, non, mais non. Mais quand je parlais de prototype, on a vraiment des fois l'impression d'être sur un matériel... Ouais. Léger. Mais c'est Splotter. C'est Splotter, c'est ça. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Et je pense que la cible du jeu, c'est pas quelque chose qui va les déranger. En revanche, et pourtant, je suis un grand fan de l'éditeur. C'est vrai que la manipulation, l'ergonomie de leur jeu, c'est quelque chose. Quoi. Il faut pas des gros doigts. Il y a des milliers de pièces à manipuler. La boîte est mais vraiment très très lourde. Ah, mais elle est remplie à bord. Ah, mais bien sûr. Comme pour Antiquity ou Rosenbolt, si on n'a pas un insert, la mise en place et le rangement, c'est chaud. Laborieux. Ouais. Et j'en parle connaissance de cause. Ouais, je sais bien, dimanche, ça a été joué ici, et comme on avait l'après-midi que ça devait faire, ils ont balancé toutes les pièces sur notre table, le temps que quelqu'un range à son aise, ça a été quelque chose. Pour dire, moi je l'ai rangé j'ai une boîte à l'extérieur, en plus une boîte de rangement où j'ai mis les tuiles, parce que ça rentre plus dedans si on veut les classer un minimum. Si on veut tout mettre évidemment en vrac, ça rentre. Mais si on veut les classer des ranges un minimum, moi j'ai 2 boîtes. Donc, les amateurs du genre, foncez, quoi qu'il arrive. Oui, sans problème. Ce serait si on doit faire un spotter, c'est le premier à faire? Ou il y a... c'est quand même... on est sur du très costaud. Hein, oui, c'est ça. Non, il y a quand même des plus abordables. Cannes, bus, après il faut les trouver. Bus, il va y avoir un reprint. Oui, c'est quand même plus simple. Ah oui, ils ont... Là, ils ont ces capsules qui a la licence. C'est le seul jeu pour lequel ils ont laissé aller la licence. Même si pour Food Chain, il y a une version espagnole ou italienne avec la charte graphique légèrement différente. Mais c'est des exceptions. Mais est-ce que c'est le premier à aller? C'est du lourd. Hein. Bon, la première partie, il y a des moments dans la partie où je me suis senti stupide. C'est rare les jeux qui donnent cette impression où le jeu à un certain moment m'a dit t'es pas assez intelligent pour jouer avec moi. C'est relativement rare. Après, à la deuxième, troisième, c'est plus le cas, mais c'est suffisamment rare pour le mentionner. Il était attendu, il est là. Allez-y. Tant qu'il y en a, parce qu'il n'y en aura pas longtemps. Oui, on en a eu beaucoup. J'en ai pris beaucoup, parce que je sais bien que justement, l'exploiteur, une fois qu'il y en a plus, vous êtes parti pour quelques années, s'il est reprint, hein, parce que c'est pas... Ici, je pense qu'il y aura un reprint rapidement, mais ce sera pas avant 1 an ou 2. Hein. Ouais, mais c'est pas leur marque de fabrique d'inonder le marché. Ils ne font un reprint que quand il y a une demande suffisante. Et maintenant, ici, celui-ci, je pense qu'il... évidemment, maintenant, avec le temps je veux dire, entre 2015, la sortie de Food Chain et maintenant, Splotter aussi a pris une dimension et est beaucoup plus connu, moins anonyme qu'il n'était peut-être à l'époque, même si la sortie de Food Chain, c'était déjà quand même un peu plus connu. Et donc, forcément, il y a plus de demandes aussi, et je suis pas sûr qu'ils ont prévu autant de copies disponibles. Et je pense qu'ici, c'est ce qu'ils disaient dans leur dernier post, il y a 90% qui est déjà vendu chez eux, donc il reste plus grand-chose. Donc, si vous le voulez, prenez-le, de toute façon, c'est un jeu, même si ça vous plaisait pas, vous le revendrez au même prix, vous perdrez absolument rien. S'il y a des jeux de collection, c'est bien cela. Il vient d'arriver, c'est pas une nouveauté, j'ai pas été sur la balle, c'est le dernier Exit, dans le domaine du Seigneur des Anneaux. Donc on a monsieur... Le couple Brand. Oui, le couple Brand qui nous a fait ça. Un énième Exit. On est dans les plus faciles. Au niveau des exits à faire. Donc sur le Seigneur des Anneaux. Looney Tunes Mayhem, qu'est-ce qui nous a fait ça? Alors là, je te laisse parler, je ne sais absolument pas. Si, c'est Alexio Schneeberger.
Gueux. Ouais, il était beau aussi celui-là. Oui. Qui n'a fait que ça. Je n'ai vu que ça, et où il y en a un ou deux dans cette licence-là, il me semble. Le matériel est dingue. Dingue, vraiment. C'est qui? C'est du Semoon. Ah, c'est bon. Évidemment. Au niveau des figurines, ben, les figurines, c'est Moon. Ok, ça se connaît. D'autant plus que là, on est sur une licence, les figurines sont super belles. Donc, on est sur un jeu un peu taquin, parce que ça m'a fait penser un peu à la une match ou ce genre de choses où, ben, il va falloir aller bastonner les autres. Donc, si vous aimez bien voir Bugs Bunny bastonner, ben, allez-y. Donc, Little Man. Je pense que je n'ai aucun Simone dans ma collection. Et ceux que j'ai eus, ils sont repartis rapidement. Je pense pas que je vais recommencer avec ce jeu. Mais pourquoi pas? Je ne voue pas un culte à Simone parce que mon jeu préféré est dedans, mais je n'ai pas grand chose d'autre que ce jeu-là. Hein. Zombicide. Bah oui, je n'ai pas grand chose d'autre que Zombicide. Je vous en parlais la semaine passée, avec du Warhammer en Age of Sigmar. Je vous avais dit qu'il y avait le pendant en 40K qui arrivait. Et donc, le chapter Approved qui vient d'arriver avec le grand tournament, c'est du 40K. C'était les nouveautés. J'ai essayé de rusher pour pas que ça fasse 3 heures. Je vais vous parler de 2 jeux. Voilà, je pense que vous avez compris. 2 chefs-d'œuvre. Voilà. Food Chain Magnate est revenu. 3e, 4e print. 4e. 4e, je pense. On va pas en faire des caisses. C'est du splotter. C'est pas si gentil que ça, parce qu'il c'est le plus méchant de ce il y a moyen qu'on vous rase. Hein. C'est le plus méchant. Et c'est celui, il faut bien savoir, il est excellent, hein, excellentissime. Oui. Mais c'est le plus méchant, et c'est celui où la différence de niveau se marque le plus. Ouais. Si on joue à quelqu'un qui a déjà joué, ou qui a un peu d'expérience, s'il joue normalement, s'il joue le jeu, les autres joueurs vont pas en toucher une et ils vont être dégoûtés. C'est le petit bémol. Et ça, pour ça, Horse Escalade n'a pas du tout ce... Parce que si on se bat un petit peu... Ils ont un peu le même thème. Hein. Le but, c'est de faire le plus de ventes possible sur un marché qui est au milieu de la table. Là où, dans Food Chain, on peut vraiment se faire raser et ne pas faire une seule vente à son tour, dans Horse Carriage, c'est quasi impossible parce que on vend qu'une infime partie à notre tour et ça tourne. Donc on fera toujours bien, on fera probablement pas tout ce qu'on voulait comme vente, mais on en fera malgré tout. Dans Food Chain, on peut très bien se faire complètement ratiboiser et ne pas toucher une. Tu te souviens de notre partie avec l'extraterrestre? Score final 256, 264, 850, c'est ça. Great Zimbabwe est revenu aussi, 3e reprint, je pense, quelque chose comme ça, oui, quelque chose dans le genre. Ouais, par contre, le précédent print, il n'y a pas si longtemps que ça. Je dirais quand même 2 ans. Oui, c'est ça, mais enfin, pour un jeu quand même qui est avant Foot, c'est pas... Je pense pas qu'il y en avait eu avant, en même temps. Je pense qu'il n'y avait pas eu beaucoup de prints. Excellent jeu. Là aussi, semi-abstrait. Très bon. Oui, j'ai beaucoup aimé la partie qu'on a fait. Il est revenu aussi. À chaque fois, les ventes, mais ça part à une vitesse. Excellentissime jeu solo. Avec des très forts marqueurs de Space Invaders. Ouais, c'est Space Invaders de board game. Un énorme ressenti. Under Falling Sky est revenu. Je me rappelle de la version géante qui avait... On lançait les gros dés. Excellent. Vraiment un super solo. On va passer au jeu de la semaine. Il va te plaire celui-là. Est-ce que tu veux bien venir avec moi, s'il te plaît, sur la table de démo? Je suis. Donc, qu'est-ce qu'on a sur notre table? Simone. Oui. Ouais. Pas de Kickstarter pour Simone, pour celui-là. Enfin, je pense pas, du moins. Quoi. Bon, en même temps, ils ont viré les 200 000 kilos de figurines. Zombicide. Standalone. Standalone, bien sûr. Zombicide. Flip and Why. Pourquoi pas? On n'est plus à ça après. On n'est plus à ça. Alors, mon jeu préféré, c'est Zombicide. J'aime beaucoup les Flip and Why, les Roll and Ride, les Track and Ride, et les machins. Et les machins, comme ça. Autant dire que celui-là, j'attendais un tout petit peu, quoi. Et j'attendais au tournant, mais comme il faut, quoi, parce que je m'étais dit, moi, toi, hein, si jamais c'est pas bon, hein, eh bien, c'est bon. C'est bon. Et pourtant, j'aime pas ça.
J'aime pas ça. Berk. C'est pas propre, c'est sale. Allez. Donc, à votre tour de jeu, vous allez retourner une carte qui va, donc bien entendu, comme dans Zombicide, vous avez un survivant qui est plus ou moins équipé. À votre tour de jeu, vous allez tirer une carte qui va vous dire quelle arme vous pouvez employer ce tour-ci et quels sont les zombies qui vont avancer. Dans ce cas-ci, les zombies n'avanceront pas. Parce que sur votre carte joueur, vous avez 3 rues qui sont symbolisées ici. Et donc, ceux qui sont sur la 3e vont sur la 2e et vice-versa. Et donc, celui qui est sur la 1re, il va vous attaquer. Et comment est-ce qu'on liquide les zombies? Eh bien, tout simplement avec un jeu un peu à la Tetris, on pourrait dire, parce que vous allez dessiner la forme que votre arme, par exemple la bleue ici, ce seront 2 cases que vous pouvez mettre comme vous voulez, bien entendu en gardant le schéma. Vous allez devoir mettre de la forme pour remplir tout le zombie qui est délimité par ces lignes blanches. Qu'est-ce qu'on va trouver sur le zombie? On va trouver des boucliers qui vont vous prévenir de certaines blessures. On va vous trouver des balles qui vont vous permettre de venir boucher les petits trous pour pouvoir éliminer les zombies. Parce que le zombie est éliminé une fois que toute sa carte, délimitée par le trait blanc, est remplie. Si jamais il vous attaque, il va vous infliger le nombre de dégâts qui reste d'étoiles visibles. Donc ça peut être très méchant. Ça va se jouer en 2 fois 9 tours. Le premier fois 9 tours ici, et les deux premières cartes ne font pas apparaître de zombies, puis on va faire apparaître des zombies. Plusieurs niveaux de difficulté, avec des modes faciles, moyens, difficiles. J'ai fait un mode facile, c'était vraiment facile. Encore une fois, vous avez les cartes qui vont sortir, donc les spawns qui vont vous dire, voilà, c'est tel spawn qui vient. À partir du 2e tour, là vient lui. Ah pardon, je suis monté trop loin. C'est la super abomination. Un Superman qui a mal vieilli. Et donc, le jeu, avant d'arriver à la fin d'un 20 tour, il aura fallu le descendre, celui-là, et bien le taper. Et donc, sa zone blanche est quand même nettement plus grande, évidemment, parce que c'est une abomination, donc comme dans le jeu Zombicide, c'est le big boss à tuer. Et donc ces cartes-là ne sont pas là, c'est celle-ci, et donc tout ce qui est jaune, à chaque fois, va vous frapper. Et des étoiles jaunes, il y en a quelques-unes. Ça peut être un chaos d'office. Et après, si vous allez de plus en plus loin, ça peut être jaune et mauve. Ça frappe très très dur. Donc bien entendu, comme dans Zombicide, votre personnage va pouvoir attraper des compétences au fur et à mesure, donc va frapper aussi de plus en plus fort. Et il va pouvoir avoir certains compagnons qui vont venir l'aider, mais ça c'est pour le mode solo, donc jeu de 1 à 6 joueurs, et avec l'abomination qui va de joueur en joueur. Donc évidemment, on ne pourra pas tous la taper en même temps, et elle va se présenter devant un joueur, on va la taper, elle va tourner, tout ça, sauf si vous devenez sniper, eh bien comme dans le jeu de plateau, où vous allez pouvoir commencer à tirer de l'autre côté. Les ressentis de Zombicide sont là, vraiment, parce que la horde est là. Bon, les blessures sont permissives comparées au jeu de plateau, parce que vous avez toute une ligne pour prendre des blessures, et vous allez devoir faire des choix de laisser passer certains zombies. Pourquoi? Pour vous toucher, parce que vous allez vous concentrer sur autre chose. Ce système de petits chevrons, on va dire, qui vous dit quel zombie est actif ce tour-ci, est vraiment plutôt pas mal du tout. Est assez balèze. Au niveau des armes, c'est assez restrictif même mais sauf quand vous commencez à les upgrader. Alors là, ça devient nettement plus relax pour faire les formes demandées. Je sais pas quoi dire d'autre là-dessus. Moi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je risque de me lasser? Ne fût-ce qu'avec ce genre de choses. Je sais pas. Est-ce que ça va être mon rôle Elfenbein préféré? Non, ça va rester cartographeur. Ça risque d'être ton trick and write coop préféré, parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Non, c'est peut-être. Je suis en train de réfléchir. Je faisais la même chose, j'étais en train de réfléchir. Je pense que c'est peut-être le premier coop Roll and Ride, enfin, du moins auquel on parle, parce que les sorties s'enchaînent à ce niveau-là. Et donc, effectivement, c'est un coop. Là où, dans le jeu de plateau, le coop est là, bien présent, parce que c'est un peu comme dans les mauvaises séries, je vais me promener, je reviens, tu reviens pas. Je suis pas sûr que tu aies cette sensation-là. Donc, je ne l'ai testé qu'en solo.
Je vais le tester à plusieurs, voir ce que ça pourrait donner. Je mets dans tous ces jeux-là, j'ai toujours un peu de mal à voir l'interaction. Maintenant, c'est du coop, c'est nouveau parce que ce n'a pas encore été fait. Donc déjà, respect à eux. Arrêtez les feutres. Vraiment, quoi. C'est d'une abomination. C'est le cas de le dire. Bon, on est pas mal, hein. Bon, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. Le mot de la fin? La fin. Vu l'heure, toujours. Ouais. On vous retrouve dans Bûcher au laurier. Exactement. À bientôt. À bientôt. Salut tout le monde. Salut.